Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 21 octobre 2024. Dans les informations de ce soir, les relations diplomatiques et la coopération entre Madagascar et la Chine avancent à grands pas. Après la rencontre du président Andry Rajoelina et du président Xi Jinping en Chine lors du sommet du FOCAC, une délégation du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois ou CCPPC et chez nous, Mu Yang, président de cette grande institution gouvernementale et président de l'association Chine-Afrique, est à la tête de la délégation qui a rencontré ce matin le chef de l'État malagasy, Andry Rajoelina. On était également sur place aujourd'hui Judical Ranjanirin et Indora Zanjaïbe. Cette rencontre à Yavlou resserre davantage les liens qui lient la Chine et Madagascar. Mu Yang, vice-président du CCPC ou Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, confirme la volonté de la Chine d'être aux côtés de Madagascar après une rencontre privée entre le président Andry Rajoelina et le président Xi Jinping lors du FOCAC en septembre dernier. La discussion de ce jour a été axée sur le futur de la coopération entre les deux pays. Il existe déjà de nombreux domaines de coopération, comme dans le domaine agricole, où un accent particulier est mis sur la culture du riz hybride en provenance de Chine, actuellement testé à Madagascar. Sur le plan économique, la Chine est le premier partenaire commercial de Madagascar. L'année dernière, les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de 30%. Il existe également de nombreux autres secteurs tels que les infrastructures, les ressources minières et le secteur de la culture, mais aussi le secteur de l'énergie. Sur ce dernier point, la mission spéciale de Longin est arrivée à Madagascar pour installer des panneaux solaires. La Chine est prête à soutenir Madagascar pour relever les défis du progrès et du développement. C'est un grand événement dans le monde de coopération internationale qui a été établi aujourd'hui. Cela accentue les liens de coopération déjà existants et ouvre les portes pour un avenir gagnant-gagnant entre les deux pays. Toujours dans cette page politique, la CRPM ou Coopération régionale de politique migratoire entre dans sa deuxième phase. Elle est financée par l'ambassade de France à Madagascar à travers l'AFD et Expertise France. Ce projet qui dure 4 ans a pour objectif de favoriser les échanges entre les pays d'origine et les diasporas avec la participation de plus de 6 pays africains. Le lancement de la deuxième phase du projet au ministère des Affaires étrangères a été marqué par un atelier de 4 jours qui permettra d'examiner les problèmes rencontrés par la diaspora, mais aussi la participation de cette dernière au développement de son pays d'origine. Reportage sur les images de Zahran Jansou. Madagascar compte parmi les pays qui ont le plus grand nombre au sein de sa diaspora répartie dans le monde. Pour la France en particulier, des centaines de milliers de Malagasy y ont émigré. Par ailleurs, l'État a déjà une politique nationale de la promotion de la diaspora ou lettre de la politique nationale d'engagement de la diaspora à travers le ministère des Affaires étrangères. Dans cette optique, le ministère des Affaires étrangères a un projet appelé TAD ou Appui à la diaspora qui appelle à la participation de la diaspora dans le développement du pays, raison pour laquelle Madagascar a intégré la CRPM ou Coopération régionale de la politique migratoire. La deuxième phase du projet CRPM souligne non seulement l'importance, mais également l'urgence d'établir une feuille de route concertée pour gérer les dynamiques migratoires qui façonnent notre continent. L'un des objectifs majeurs de ce projet est d'institutionnaliser les échanges entre nos pays comme levier de renforcement des capacités des institutions chargées des différents aspects de la migration. Dans un contexte mondial marqué par des crises économiques, sanitaires et écologiques, les migrations représentent un défi complexe et incontournable. La typologie des migrations évolue et il est impératif que nous, en tant que pays africains, incluant Madagascar, nous adaptions à ces nouvelles réalités. Nous savons tous qu'une migration bien gouvernée peut générer des bénéfices pour les migrants, tant dans leur pays d'origine que de transit et de destination. C'est pourquoi le gouvernement malagasy place une importance particulière sur le respect de la dignité humaine dans la gestion de la migration. La CRPM entre dans sa deuxième phase. Le montant de la mise en œuvre du projet s'élève à 6 millions d'euros pour une durée de 4 ans. Il est financé par l'ambassade de France à Madagascar à travers l'AFD et l'Expertise France.
c'est qu'ici nous avons un exemple très concret de ce que deux pays peuvent faire ensemble au bénéfice des diasporas. Nous comptons en France, et nous en sommes heureux, une des plus importantes diasporas malgaches dans le monde, plusieurs centaines de milliers de personnes. Et bien, avec le ministère des Affaires étrangères, avec Madame la ministre, nous avons lancé le projet TAD qui permet de mieux connaître cette diaspora, mais aussi de réfléchir aussi aux conditions de la repatriation de cette diaspora. Je suis un jeune malgache de l'étranger, je sois en France, en Afrique ou en Asie, je veux me réinvestir à Madagascar. Comment je peux faire? Eh bien, nous avons eu la preuve ce matin par un exemple très concret d'une jeune femme que c'est possible de le faire. Donc nous offrons des outils au bénéfice des diasporas africaines. Dans le cadre du lancement de la deuxième phase du projet au ministère des Affaires étrangères à Nous, un atelier de 4 jours est tenu, lequel permettra d'examiner les problèmes rencontrés par la diaspora et la participation de cette dernière au développement de son pays d'origine, avec la participation des pays membres et partenaires techniques comme le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire et les Comores, mais aussi la France. Page économique, la douane tient un atelier avec les opérateurs et acteurs dans le domaine de l'import-export. Cet atelier entre dans le cadre du projet Manjou, sous-financé par l'USAID à travers le PNUD. 6 sujets y ont été abordés, notamment les procédures de dédouanement et d'enregistrement des produits à Madagascar, les non-respects de la loi en matière de douane, la CITES, le non-paiement des droits de douane et taxes et impôts, mais aussi les contrôles a posteriori. La stratégie nationale mise en place par l'État pour la protection des ressources halieutiques malagasy a rencontré un succès selon le ministre de la Pêche et de l'économie bleue, Matante Pourbert. Aucun cas de pêche illicite n'a été enregistré au niveau de l'espace maritime de Madagascar, ni d'entrée illicite de bateaux, affirme toujours le ministre. Cette stratégie a néanmoins besoin d'être renforcée, selon les explications durant l'atelier avec le comité de l'élaboration de la stratégie nationale dans la lutte contre la corruption. Le point avec Anna Martina. La corruption est l'un des facteurs qui alimentent les cas de non-respect de la loi dans le secteur de la pêche et de l'économie bleue. Dans le passé, selon le ministre de la Pêche et de l'économie bleue, il y a eu des cas de collecte illégale et sans permis, des pêches effectuées par des bateaux étrangers qui n'ont pas de permis dans l'aire maritime de Madagascar. Ce sont les raisons pour lesquelles le gouvernement a mis en place une stratégie pour la promotion de l'économie bleue, ce qui a été une réussite selon les explications. La gestion des ressources marines de Madagascar est l'un des sujets abordés par le comité d'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le comité a reconnu qu'il est possible d'améliorer la stratégie mise en place par le gouvernement en coopérant avec les systèmes anticorruption à Madagascar. Lors de l'atelier organisé par les systèmes anticorruption à Madagascar, le comité d'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le ministère de la Pêche et de l'économie bleue, le ministre a confirmé la volonté de lutter contre la corruption dans ce domaine pour la promotion de l'économie bleue. Et dans la page sociale, parlons santé. Le nombre de personnes dépistées et confirmées comme étant porteuses du virus du VIH est faible par rapport au nombre des personnes estimées comme porteuses du virus. Une stratégie pour augmenter le nombre de personnes dépistées doit être mise en place. Dans cette optique, Madagascar accueille l'Assemblée générale des pays de l'océan Indien sur le sida à partir de demain. Les détails avec Radromananzatouv sur les images d'Anzarato Narvelo. 95% des personnes porteuses du VIH doivent être dépistées selon les objectifs mis en place par l'ONU-SIDA. 95% de ces dernières devront ainsi suivre des traitements et 95% des personnes qui ont suivi des traitements régulièrement ne doivent plus être porteuses du virus selon toujours les objectifs mis en place par l'ONU-SIDA. Pour nous à Madagascar, le taux de personnes ayant été dépistées est encore faible comparé au nombre estimé pour être porteuses et qui circulent au sein de la société. Dans la poursuite des stratégies mises en place par l'État, Madagascar accueille l'Assemblée générale de l'océan Indien sur le sida à partir de demain au CCIVAT. Les délégations qui participent à cette Assemblée générale sont déjà dans le pays et ont été accueillies par le ministre de la Santé publique à Mbouda ce matin, notamment la délégation de l'ONU-SIDA menée par son directeur exécutif. On est ici avec la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, la directrice régionale de l'ONU-SIDA et les responsables d'un certain nombre de départements, y compris au siège. C'est juste pour appuyer, renforcer le plaidoyer, les activités, les actions
du ministère de la Santé, du ministre lui-même, face à la situation du VIH qui nous inquiète un petit peu. Donc, la question est de savoir comment on agit collectivement, comment on appuie le gouvernement pour essayer de freiner cette épidémie. Et puis, ce qui veut dire beaucoup de prévention, mais ce qui veut dire aussi beaucoup de tests, identifier les personnes, que les populations acceptent de se faire identifier par tester, et puis les mettre, ceux qui sont sous positifs qu'on puisse les traiter, et les autres qui aient des pratiques leur permettant de se protéger eux-mêmes. Donc la raison de la visite est de reconnaître les efforts importants que fait le gouvernement de Madagascar et les autorités en leur général, et de voir comment on peut les aider au mieux, y compris dans la négociation avec les partenaires financiers, pour mettre le ministère et les autorités dans les meilleures situations possibles face à l'engagement qu'ils ont eux-mêmes déterminé. Cet AG sur le sida qui se tiendra au CCI VAT durera 3 jours. Dans un tout autre sujet à présent, parlons élevage de poulets. Justement, l'élevage de poulets gas à Marnarive est rentable et viable d'après les habitants. En effet, ce sont les éleveurs qui assurent la fabrication des aliments des poulets en alliant l'agriculture et production agroécologique. Ainsi, le coût de la consommation d'engrais est réduit et les agriculteurs ne dépendent pas des importations alimentaires ni du marché. C'est Sylvain Sech-Indianab, nous en disons plus. Cela fait maintenant 4 ans que Rive, un habitant de Marnarive, élève des poulets gassi. L'on peut dire actuellement que ce type d'élevage assure en grande partie son moyen de subsistance. Durant ce temps, Rive et sa famille ont pu construire une maison, acheter un terrain ainsi que des bœufs. Leur niveau de vie s'est ainsi amélioré grâce à l'élevage de poulets gassi. Le secret du succès de Rive réside dans l'application de l'agroécologie. Dans ce type de production, c'est lui qui cultive ce qui sera la nourriture pour les poulets ainsi que la production d'engrais. Il s'agit d'utiliser au maximum la nature en maintenant ses capacités de renouvellement. Outre Rive, tous les membres de cette association, regroupant les éleveurs de Marnarive, appliquent cette approche agroécologie. Les membres travaillent toujours ensemble pour renforcer leurs expériences, comme la production de compost et le partage d'expériences pour avoir davantage de bénéfices en combinant l'élevage de poulets gas et l'agroécologie. Les éleveurs de poulets gas à Marnarive ont suivi une formation sur la production agroécologique auprès du centre de production et de recherche CEFEL d'Andjanbe, Antsirabe, une formation initiée par le FIFATA. Ce dernier qui s'implique pleinement dans la production durable afin d'améliorer le moyen de subsistance et le niveau de vie des habitants du monde rural. Le FIFATA regroupe actuellement 369 500 membres répartis dans 12 régions de Madagascar. Et le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle doit procéder à la réhabilitation des infrastructures dans la région Intimandjé, selon la ministre de tutelle Rasoul Arsou Marie Marceline. Cette dernière effectue une mission dans cette région et enchaîne les rencontres avec les responsables locaux de son département. Indara Donarville. La ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a visité le lycée technique et professionnel ou LTP de Touliar en fin de semaine et a constaté les travaux liés aux infrastructures. La réhabilitation de ces dernières a été décidée et le ministère travaille de près avec les partenaires pour cela. Durant ce séjour, la ministre a rencontré les enseignants et les responsables locaux de son département et a émis des consignes sur les travaux qui attendent le ministère. Dans les actualités internationales de ce soir, la situation humanitaire à Gaza est catastrophique. L'ONG Oxfam évoquant une privation absolue dans le territoire palestinien. Au moins 42 603 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués jusqu'à présent dans l'offensive israélienne menée en représailles dans la bande de Gaza, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Les détails avec France 24. L'hôpital Kamal Redouane de Beit Laïa dans la bande de Gaza. Des patients traités à même le sol, d'autres qui attendent depuis des heures. Un bombardement israélien samedi aurait fait 87 morts ou disparus dans la ville et environ 40 autres blessés selon le ministère palestinien de la Santé contrôlé par le Hamas. L'armée israélienne, elle, estime que les chiffres sont exagérés et incompatibles avec ses propres informations.
Les débris sur les routes, la densité d'une population déjà déplacée et exténuée ralentissent les secours. Les opérations militaires dans le nord ont aussi bloqué l'arrivée de l'aide alimentaire. En Cisjordanie, une responsable d'Oxfam évoque une privation absolue dans la bande de Gaza. On nous parle de privation absolue. La nourriture n'arrive plus. Un de mes collègues, la semaine dernière, tout ce qu'il avait à un moment donné, c'était du pain et 2 boîtes de petits pois pour 10 membres de sa famille. L'ONG qui lutte contre la pauvreté dit avoir perdu 6 travailleurs engagés dans des organisations partenaires dans la bande de Gaza la semaine dernière, mais les détails ne sont pas tous éclaircis. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de communication dans le Nord. J'ai appelé mes collègues qui sont dans la ville de Gaza pour leur demander ce qui se passe dans le Nord, et personne n'a de communication avec le Nord. D'autres ONG déplorent des victimes. Près de 300 travailleurs humanitaires ont été tués à Gaza, dont 7 membres des équipes de Médecins sans frontières. Et l'armée israélienne a mené hier soir des frappes aériennes au Liban contre des bureaux d'une société qu'elle accuse de financer le Hezbollah après avoir pilonné des positions du mouvement pro-iranien à travers le pays. France 24. Aujourd'hui, c'est un calme précaire qui s'installe dans la banlieue sud de Beyrouth après une nuit marquée par de vagues de violences particulièrement destructrices. Au moins 13 frappes aériennes israéliennes ont ciblé donc ces bureaux et ces succursales d'Al-Qard el-Hassan, cette institution financière, comme vous l'avez mentionné, qui est considérée comme le bras économique du Hezbollah. Israël accuse cette organisation de financer des opérations militaires du groupe chiite, une accusation qui alimente toujours les tensions et les polémiques au Liban. Parmi les cibles les plus durement frappées, une zone proche des pistes de l'aéroport international de Beyrouth. Presque immédiatement, des vidéos saisissantes, il faut le dire, ont montré d'épaisses volutes de fumée noire se propager sur les réseaux sociaux très rapidement. Les médias locaux aussi, ainsi que les chaînes panarabes ont diffusé ces images en continu, des images qui ont dévoilé une scène quasi apocalyptique. Un voilé de fumée a quasiment effacé les contours des bâtiments de l'aéroport. Les explosions ont aussi résonné avec force dans les quartiers environnants, ce qui a brisé une forme de quiétude nocturne qui s'était installée ces dernières semaines. Les immeubles ont tremblé sous l'impact des déflagrations. Les sirènes des voitures aussi se sont mises à hurler, ce qui, je peux vous le dire, ajoute énormément au chaos ambiant. On dort peu, on dort très peu dans les localités proches de la banlieue sud, mais pas le personnel de l'aéroport de Beyrouth où la Middle East Airlines, la compagnie nationale aérienne, continue de desservir l'aéroport de Beyrouth sous les bombes. Pour clore ce journal, toujours à l'international, les Moldaves ont voté à une très courte majorité en faveur d'un rapprochement avec l'Union européenne lors d'un référendum organisé hier. Selon des résultats presque définitifs publiés aujourd'hui, le oui l'a remporté avec 50,17% des voix. Les détails avec France 24. Ça a été une nuit et une matinée de suspense. Maintenant, 99% des votes ont été dépouillés et le oui l'emporte de justesse avec environ 1000 votes de différence. Et c'est bien la diaspora qui aura fait la différence dans ce référendum puisque les premiers résultats préliminaires hier soir indiquaient 54% de non. À l'intérieur du pays, les Moldaves ont donc voté contre ce référendum. Mais dans la diaspora, plus de 75% ont voté en faveur de l'adhésion à l'Union européenne. Je rappelle que c'est un référendum constitutionnel, ce qui veut dire que les aspirations européennes de la Moldavie seront désormais inscrites dans la Constitution. Les négociations avec Bruxelles se poursuivent. Cela ne veut pas dire que la Moldavie est automatiquement membre de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film Alien Romulus. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.